La curée, Zola, résumé très détaillé et complet par chapitre. La curée est un roman d'Émile Zola paru en 1871. Deuxième volume de la série Les Rougon-Macquart, qui en comprend 20, il a pour thème la vie débauchée dans le Paris du Second Empire, alors que la ville est en pleine mutation. Chapitre 1. Le roman débute au bois de Boulogne par une soirée d'automne. René et Maxime se promènent en voiture. Les deux amis observent leur environnement et ceux qui s'y promènent, essentiellement des nobles et des gens de la haute société de leur connaissance. Maxime est le fils issu du premier mariage du mari de René, Aristide Saccard. René se montre désabusé, très critique à l'égard de son mode de vie luxueux dans lequel rien ne lui est impossible, elle a tout ce qu'elle veut. Cependant, elle se sent malheureuse. Maxime lui dit qu'elle ne peut se plaindre. René rentre chez elle, elle habite un magnifique hôtel particulier parisien dans le parc Monceau. En voyant tout le luxe qui l'entoure, elle se promet d'adopter un mode de vie plus raisonnable, moins onéreux. Le soir même, une grande réception est organisée par son mari. Plus d'une vingtaine de personnalités sont présentes, hommes politiques, entrepreneurs, et tout un ensemble d'hommes de pouvoir et d'associés de son mari. Ils sont, pour la plupart, accompagnés de leur épouse. La décoration intérieure, le repas et les mets sont très luxueux. René s'ennuie toujours. Elle semble seulement intéressée par Maxime, qui fait la cour à Lord Aubigny, une femme demi-mondaine. En fin de soirée, elle est gagnée par la volupté, et semble éprouver une pointe de jalousie, quand elle constate la complicité du couple qu'elle épie. Maxime et René semblent d'ailleurs entretenir une relation assez ambiguë, on les perçoit plutôt comme des complices très intimes. Chapitre 2. Il s'agit d'un retour en arrière sur le parcours d'Aristide. Originaire de Plassans, il regrette son impossibilité d'ascension sociale liée à son statut de provincial. Après la proclamation du Second Empire en décembre 1852, il décide d'aller vivre à Paris pour faire fortune. Il y emmène sa femme, une personne assez effacée, et sa fille mais laisse son fils Maxime, qui est selon lui une entrave à sa réussite. Il compte beaucoup sur l'aide de son frère Eugène Rougon, alors député à Paris. Ce dernier le reçoit mais n'a dans un premier temps pas de poste à lui proposer. Il lui demande d'être patient et de changer de nom. Aristide Rougon devient Aristide Saccard. Au bout de quelques mois, il obtient pour lui un poste peu intéressant d'agent envoyé à la mairie de Paris et, face au désappointement de son frère, déclare que ce dernier doit être patient et habile s'il veut grimper les échelons. Aristide se montre alors très consciencieux, et très attentif à tout ce qui se passe autour de lui pour pouvoir dès que possible avoir la possibilité d'être reconnu. Il est très intéressé par tout ce qui concerne les projets immobiliers parisiens, car la ville est en pleine expansion, volonté napoléonienne. Au moment où il croit enfin pouvoir faire des affaires, il manque cruellement d'argent. Il sollicite de nouveau son frère mais celui-ci ne l'aide pas. Il se tourne alors vers sa sœur qui vit aussi à Paris, Sidonie. Cette dernière a de nombreuses relations. Elle est officiellement commerçante, mais elle a aussi su se constituer tout un réseau de relations, rendant service aux uns et aux autres notamment, dans le domaine financier et en jouant le rôle d'entremetteuse. Elle lui laisse comprendre qu'elle ne pourra rien pour lui tant qu'il sera marié. Parallèlement, elle se lie d'amitié avec sa belle-sœur. Mais rapidement cette dernière tombe malade. Alors qu'elle vit ses derniers instants, Sidonie informe son frère d'une opportunité. Une jeune femme issue d'une grande famille bourgeoise, est dans une situation délicate, car elle est enceinte de 3 mois sans être mariée. Elle cherche un mari et sa famille propose une dot conséquente. Sidonie demande à Aristide si cette affaire l'intéresse mais ce dernier hésite, car sa femme est encore vivante. Finalement il accepte, voyant une belle opportunité financière. Quelques heures plus tard, sa femme agonise en le regardant, comme si elle était au courant de ce que son mari avait manigancé avec Sidonie. Clotilde, leur fille, est envoyée chez un autre de leurs frères qui habite Plassans. Le mariage se fait. Aristide va pouvoir s'enrichir, car il dispose enfin d'une somme à investir, et de biens fonciers qui vont lui permettre de spéculer. René trouve son mari laid mais s'accommode de cette situation. Peu de temps après le mariage,
elle fait une fausse couche. Très rapidement, elle s'installe dans cette nouvelle vie très confortable pour elle sur le plan matériel et, pendant qu'elle se distrait avec de nouvelles toilettes, son mari monte sa première grande affaire. C'est le début d'une fortune faite à partir de transactions malhonnêtes, et de l'aide de son complice Larsenault. Parallèlement, il se constitue un réseau d'hommes de pouvoir parmi lesquels Monsieur Toutain-Laroche et le baron Gouraud. Ces deux derniers sont d'ailleurs eux-mêmes inquiétés par diverses affaires. Le baron est un adorateur du trône, et prêt à tout pour augmenter son pouvoir et sa richesse. C'est aussi un gros bonhomme qui aime les très jeunes filles. L'autre, sénateur, a les mêmes ambitions et les mêmes idées pour les combler. Saccard les tire d'affaires louches dans lesquelles ils sont inquiétés, et gagne ainsi leur confiance. Retour en arrière sur l'enfance de René et de Christine. Elles ont été élevées dans une grande maison bourgeoise austère et sombre, mais leur tante a su égayer leur vie en aménageant une belle pièce lumineuse, et uniquement destinée aux deux enfants dans leur demeure. Maintenant que René est marié, son père n'éprouve aucun respect ni amitié pour Saccard. Les deux hommes n'ont rien en commun. Chapitre 3. René accueille Maxime que son père a décidé de faire venir dans la demeure parisienne, en partie parce que cela contribuera à son image d'homme respectable. Lorsqu'il arrive à Paris, Maxime n'a que 13 ans. Immédiatement, une amitié, une complicité naît entre lui et René, qui se propose de faire son éducation. Il adhère tout de suite à ce nouveau mode de vie, fréquente avec joie les amis de René, et participe à toutes les activités autour de leur tenue vestimentaire. Il peut intéresser par ses cours au collège et passe la plus grande partie de son temps avec sa belle-mère, et ses amis à suivre leurs histoires de cœur. Plus tard, il met enceinte une servante et celle-ci doit s'exiler à la campagne. Pendant ce temps, Aristide poursuit sa conquête de Paris. Il est satisfait des relations qui unissent sa femme et son fils. Il se jette à corps perdu dans les affaires, y passant la plus grande partie de son temps, et usant de tous les moyens frauduleux pour gagner de l'argent. Tout lui est réussi et sa fortune augmente à grande vitesse. Il s'associe même à deux entrepreneurs, qui vont contribuer à le propulser au sommet. Il tire de l'argent de l'État, de la mairie et monte même une grande entreprise financière respectée. Les occupations de Maxime sont si prenantes que René vit comme une femme non mariée, ne rencontrant son mari que de temps en temps, et prenant des amants pour s'amuser, aucun ne déclenche en elle de véritable passion. Sa personnalité est d'ailleurs difficile à cerner. Maxime a grandi et c'est maintenant lui qui instruit René. Il est passionné par les hommes, et les femmes qui appartiennent à l'univers de sa belle-mère et collecte les informations à leur sujet. Il entretient des relations tout aussi inhabituelles avec son père, tous deux fréquentent les mêmes lieux et parfois les mêmes femmes. Rien ne porte à croire qu'ils sont père et fils. Les Saccard s'enrichissent encore, ils vivent dans une abondance qui s'étale devant tous et emménagent au parc Monceau. Ils fréquentent tous les hommes de pouvoir, René est même remarqué par l'empereur, lui-même alors qu'elle a réussi à se faire inviter au bal de la cour grâce à l'intervention de son beau-frère le ministre. Chapitre 4. René continue de s'ennuyer. Elle n'a qu'une envie, aller au bal donné par l'actrice Blanche Mullet. Maxime l'accompagne après avoir réussi à leur procurer une invitation. L'hôte habille dans un appartement luxueux. Mais René se lasse vite et elle quitte le bal assez tôt dans la soirée, accompagnée de Maxime. Il invite à souper dans une des cabinets qu'il semble avoir l'habitude de fréquenter. Rapidement, leur intimité se renforce. René mange avec appétit tandis que Maxime picore dans son assiette. Elle fait mettre le serveur à la porte, et le couple se retrouve totalement seul. Grisé, Maxime l'embrasse et tous deux se retrouvent comme sonnés, dégrisés par ce qu'ils viennent de faire. Plus tard, ils rentrent ensemble en voiture, toujours terriblement gênés. Mais au fond, aucun des deux ne se sent réellement coupable. Le lendemain, le jeune femme garde la chambre, tout à ses pensées. Saccard vient lui rendre visite. Il vient lui dire qu'il ne peut honorer toutes ses dépenses car il se trouve dans une situation financière nouvelle, il manque de liquidité. En fait, Saccard est totalement à court de liquidité malgré son train de vie, et il a terriblement peur que cela se sache, il perdrait sa crédibilité, ce qui serait fatal pour ses affaires.
Pour ne pas perdre la face, il monte une opération avec Louise d'Aubigné en liquidant en public une partie de dette de la jeune femme. Personne, ainsi, ne se doute de ses soucis financiers. La vérité est qu'il a dilapidé la majeure partie de la fortune de sa femme. De plus, il n'est pas tranquille car l'Arsenault, son associé du début, a des documents compromettants le concernant. Le mari et la femme trouvent un arrangement provisoire pour pallier leurs difficultés financières. Saccard, en partant, embrasse sa femme dans un élan foudeux. Elle en reste toute surprise car ils n'ont plus ce genre de relation depuis bien longtemps. René reçoit la visite de Sidonie, qui flaire qu'elle va pouvoir faire des affaires avec la jeune femme. Mais René ne veut pas s'endetter par l'intermédiaire de sa belle-sœur. Elle résout son problème de dette auprès de son tailleur en lui versant un acompte. Le lendemain, elle se rend au bal du ministère. Elle y est radieuse et Saccard, aussi présent, goûte au succès de sa femme. Maxime, invité lui aussi, raccompagne René plus tard dans la soirée. Il monte avec elle dans son appartement particulier. Ils consomment leur amour et Maxime quitte la jeune femme au petit matin. Tous les deux ont glissé dans l'inceste, mais aucun ne semble vraiment culpabilisé. Dès ce moment, ils se voient régulièrement mais personne ne remarque rien puisqu'ils étaient déjà très complices auparavant. René s'épanouit dans cette réalisation du mal, et tous les deux se livrent à des jeux érotiques dans lesquels les rôles s'inversent. Elle se comporte comme un homme et lui se laisse dominer comme le ferait une femme. Ils se retrouvent notamment dans la serre de leur maison. Chapitre 5. Saccard garde en souvenir le baiser qu'il a donné à sa femme. Ses affaires semblent reprendre, mais il paraît toujours être dominé par l'Arsenault. Maxime coûte beaucoup d'argent à René, mais la jeune femme continue de s'épanouir dans la relation qu'ils entretiennent en toute liberté. Ils aiment beaucoup le nouveau Paris, et arpentent ses rues avec beaucoup de plaisir. Saccard, pendant ce temps-là, cherche à reconquérir sa femme en attendant l'occasion qui la rendra dépendante de lui. René est écrasée par les dettes, elle a besoin de 50 000 francs. Elle demande la somme à son mari qui voit immédiatement l'occasion de se rapprocher de sa femme. Prise de panique, René lui dit qu'elle n'est pas pressée. Elle décide alors de s'adresser à son père chez qui elle se rend. Elle y est accueillie par ce dernier et par sa tante. La maison est austère et l'accueil froid. Elle n'ose pas faire sa demande, et repart en sentant très lâche. Du coup, elle se rend chez Sidonie. Cette dernière lui apprend que Monsieur de Saffet est très amoureux d'elle. René n'y accorde aucune importance, et lui demande la somme dont elle a besoin. Mais Sidonie a fait un lien entre cette somme d'argent et Monsieur de Saffet. Ce dernier se trouve dans la pièce d'à côté, l'autre s'est empressé de le faire venir, et il va arranger ce problème de dette. René quitte les lieux en disant qu'elle n'est pas à vendre. René obtient une partie de la somme qu'elle doit, et elle la remet à Maxime. Mais leurs rendez-vous sont plus rares, et elle perd de sa joie de vivre souffrant de se partager entre le père et le fils. Maxime s'en inquiète peu. La jeune femme a souvent un comportement surprenant. Un soir, ils vont voir Phèdre au théâtre et elle en est bouleversée. René se montre capricieuse avec René, et elle aime particulièrement l'embrasser derrière les rideaux lors de réception. Un soir, alors qu'elle l'entraîne au fond de la serrée, se croyant cachée, l'embrasse. Seulement, Louise, une des amies du jeune homme, la suivit et les surprend. Maxime est épouvanté, René s'amuse de cet épisode. Saccard souhaite de son côté marier son fils avec Louise, car une grosse dot est en jeu. Mais celle-ci est poitrinaire et le temps presse. Monsieur de Mareuil, son père est lui dans une situation politique délicate. Maxime accepte voyant un grand intérêt financier à cette union. Mais il redoute l'emportement de René. Il ne sait comment la mettre au courant pour échapper au scandale. Un soir, il décide de la rejoindre, alors qu'elle a refusé de le recevoir. Elle finit par lui ouvrir et il découvre qu'elle n'est pas seule. Il veut absolument savoir qui est chez elle et elle lui dit en mentant que c'est Monsieur de Saffet. Maxime est bien plus en colère que ce qu'il aurait imaginé. Il insulte et la quitte en lui disant que tout est maintenant terminé entre eux. Abattue, elle rejoint son mari. Le lendemain, Saccard retrouve l'Arsenault. Ce dernier se plaint du vol du registre compromettant,
qu'il détenait et dit que le voleur demande une somme d'argent pour le restituer. Saccard déclare qu'il va pouvoir s'arranger avec cette crapule. Finalement, les deux hommes font un marché, l'Arsenault neutralise le voleur du registre, tandis que Saccard s'engage à empêcher sa femme de vendre sa part de propriété, ce qui les mettrait dans une grande difficulté financière. Saccard et Laure continuent de simuler une relation d'amant et de maîtresse. Mais Laure en a assez et veut une rupture publique pour renouer avec quelqu'un qui l'entretiendra réellement. Elle s'arrange avec l'Arsenault, et choisit le duc de Rozan. De son côté, Saccard fait croire qu'il a raconté à sa femme que la situation de l'Arsenault était désespérée et que, pour ces raisons, elle ne devait pas vendre. L'autre n'apprécie pas vraiment ces mensonges. Finalement, Saccard monte une opération financière frauduleuse avec le financier qui consiste à voler sa femme. Maxime est témoin de leur conversation, et se montre assez satisfait, car il en veut encore à René. Le père et le fils se mettent d'accord sur le mariage de Maxime. Saccard s'engage à garder le secret auprès de René. Puis le père fait l'apologie du mariage, et lui indique qu'il a renoué depuis 6 semaines avec René, et que c'est très agréable. Maxime est très étonné et décide d'aller retrouver René chez elle, pour renouer des liens amicaux, et de complicité avec la jeune femme. Il est même prêt à lui annoncer son projet de mariage. Il la trouve abattue. Il lui reproche de lui avoir menti en inventant un amant, alors qu'elle était avec son mari. Elle lui explique qu'elle avait peur de le blesser avec cette infidélité. Elle se montre très attendrie par son mari et Maxime en éprouve une jalousie mordante. Du coup, il lui révèle que Saccard la manipule, et il lui répète la conversation entendue entre son père et son associé. René est blessé et propose à Maxime de reprendre leur relation comme avant. Il n'ose refuser et ne lui annonce pas son projet de mariage. Lorsque Saccard vient faire signer les papiers à sa femme, il est pris d'une grande colère sourde parce qu'elle refuse. Persuadé qu'elle a un amant qui l'a bien renseigné, il cherche à découvrir qui il est. Il s'adresse alors à sa sœur Sidonie qui, aigrie, accepte en disant qu'elle fera tout ce qu'il faut pour connaître les secrets de René. Chapitre 6. Le bal costumé annuel est organisé chez les Saccard. La représentation d'une pièce en tableau inspirée d'un mythe antique, Les amours du beau Narcisse et de la nymphe Écho, est aussi prévue ce soir-là. Tout Paris est présent. René et Maxime participent à cette représentation. Sidonie, qui est aussi invitée, dit à son frère qu'elle continue d'enquêter sur René. Le premier tableau remporte un grand succès, et on admire particulièrement l'expression du visage de René et la taille fine de Maxime. Les hommes parlent affaires et les femmes évoquent les derniers potins. Le second tableau a davantage de succès encore. Le ministre arrivé Saccard annonce à son frère le mariage de son neveu. L'oncle veut être témoin et a déjà son cadeau de mariage, il sera nommé comme auditeur au Conseil d'État. Le troisième tableau ne rencontre pas le succès escompté. Le ministre se retire. Le bal commence. René, vêtue d'une tenue originale, est jugée presque indécente par certaines femmes. Elle fait sensation auprès des hommes. Louise fait une allusion très discrète à Maxime à propos de la relation qu'il pourrait avoir eue avec René. Les invités dansent puis, plus tard, se dirigent vers le buffet magnifique et abondant. Chacun se rue dessus sans retenue. René apprend par hasard de la bouche de Monsieur Toutain-Laroche, la nouvelle du mariage de Maxime. Elle décide d'aller immédiatement lui parler. Elle ne le trouve pas tout de suite, mais finit par le découvrir à table et avec Louise dans la salle à manger. Elle l'oblige à venir avec elle dans son cabinet de toilette. Sidonie, qui les a croisés, prévient Saccard qui abandonne sa conversation pour la suivre. René oblige Maxime à la suivre, elle veut qu'il parte au Havre puis aux Amériques. S'il refuse, elle dévoilera leur secret aux autres. Il se sent forcé d'accepter, il réalise qu'elle a perdu la tête mais n'a pas le choix. Saccard assure l'appât de la porte, et il trouve René pendu au cou de Maxime. Une immense colère l'anime mais il se contente de prendre le bon que sa femme a signé et de quitter les lieux en emmenant Maxime avec lui. René, resté seul, s'observe dans le miroir et ne se reconnaît pas, elle est devenue une femme marquée et vieillie. Elle repense à son enfance et déroule le fil de sa vie. Elle se demande comment elle en est arrivée où elle en est.
Elle comprend qu'elle est une victime de son mari et de son fils qui, tous deux, l'ont mise nue. Renée rejoint les autres dans l'intention de parler à Louise pour empêcher le mariage. Au passage, elle surprend Sidonie en train de l'épier. Elle ne parvient pas à parler à la future femme de Maxime qui s'en va rapidement. Elle se réfugie au fond de la serre, grelottante. Chapitre 7. 3 mois plus tard, Sakhar appartient à une commission chargée d'évaluer la valeur de ses propres biens immobiliers. Il rédige lui-même le rapport, et se voit accorder 3 millions. Ses affaires vont beaucoup mieux. Renée s'est retrouvée seule et elle passe son temps à jouer. Maxime revient après 6 mois passés avec sa femme qui est maintenant enterrée en Italie. Renée se montre pleine de haine à son égard. Elle raconte tous les détails de sa relation incestueuse à son mari, pour qu'il se brouille définitivement avec son fils. Maxime vit seul, en garçon avec son héritage et de l'argent de course de chevaux. Céleste, la femme de chambre de Renée est la seule personne qui lui tient compagnie mais, un jour, elle lui annonce qu'elle s'en retourne au pays, car elle a économisé assez d'argent. Renée lui demande de rester mais l'autre est catégorique, elle veut une vie simple à la campagne. Après l'avoir accompagnée à la gare, écrasée par la tristesse, Renée se rend au bois de Boulogne. Toutes les personnes importantes y sont pour défiler. Elle aperçoit Sakhar et Maxime au bras l'un de l'autre. Le père est en train de donner des conseils à son fils pour faire fructifier son argent. L'empereur passe, Renée le trouve vieilli. Elle demande au cocher de la conduire chez son père. Arrivée dans la demeure de son enfance, elle retrouve une certaine quiétude, un apaisement. Elle meurt l'année suivante d'une méningite aiguë, et son père règle les dettes importantes qu'elle a laissées. Fin.